Aucun livre, aucun film, aucun cauchemar n'aurait pu prévoir le mois de mars 2020, ni ceux qui ont suivi. Le monde moderne a été bouleversé dans tous ses aspects. Chacun a vu sa vie changer. Et en particulier, le personnel soignant œuvrant au service de réanimation. Être infirmière, c'était la vocation de Lisa. Elle était préparée à affronter le pire, à se blinder pour faire son travail du mieux possible, et le virus est arrivé. Vous écoutez Transfert, épisode 155. Le témoignage de Lisa a été recueilli par Jeanne-Marie Desnos. Je suis infirmière dans un hôpital de banlieue parisienne. Ça fait 13 ans que je suis dans cet hôpital et ça fait 15 ans que je suis diplômée. Je vis en concubinage avec quelqu'un depuis quelques années et j'ai 2 enfants, 10 ans et 6 ans, un grand garçon et une petite fille. Avant d'être infirmière, j'étais maître nageur, entraîneur de natation, mais je savais que je voulais faire autre chose après et j'avais toujours pensé au métier d'infirmière. Et après le décès de mon père, qui travaillait en milieu hospitalier, je pense que j'ai eu un déclic et je me suis dit en fait c'est le moment où je dois changer de voie, c'est le moment où je dois me réaliser. Et je suis rentrée en école d'infirmière à l'âge de 22 ans. J'ai la souffrance en horreur de manière générale, que ce soit la souffrance animale, humaine, je supporte pas ça. C'est ma manière de contribuer un petit peu au soulagement des personnes en souffrance. C'est un métier qui est tourné vers l'humain, qui nécessite beaucoup d'empathie et j'ai toujours eu beaucoup d'empathie. C'est ma voie, je suis faite pour être infirmière. On est début 2020 et je travaille en salle de réveil, l'endroit où passent les personnes qui viennent de se faire opérer. La spécificité de la salle de réveil, c'est que c'est un open space, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chambre pour les patients. Dans mon service, il y a 2 salles de réveil, une salle où il y a 12 postes avec un moniteur de surveillance et des rideaux qu'on tire entre chaque patient parce qu'ils font des passages très courts, au maximum, en général, c'est 3-4 heures maximum. Donc 12 postes dans la première salle de réveil et 7 postes dans l'autre salle de réveil. On les prépare, les patients, avant l'opération, donc ils sont toujours dans un état de stress. Et en post-opératoire, ils sont désorientés. Parfois, pendant une demi-heure, on le répète, toutes les 3-4 minutes, vous êtes en salle de réveil parce que les patients nous demandent, on est où, il est quelle heure ? Vous êtes en salle de réveil, il est 15h30. Et maintenant, il est 15h32. Maintenant, il est 15h34. Et on est vraiment dans l'aide immédiate. C'est toujours un rapport qui est assez intense, court mais intense. J'entends parler de ce virus, je ne sais plus par quel biais, je pense que c'est par la radio. On en parle beaucoup avec les médecins. Moi, je me fie beaucoup à l'avis des médecins parce que ils sont qualifiés, ils ont les compétences. Et nos médecins, il y en a beaucoup dans le service qui nous disent mais en fait, les médias exagèrent beaucoup, c'est juste une grippe. Donc là, on commence déjà à parler de Pékin qui est confiné, les rues désertes aux informations. Là, je commence à rallumer un petit peu ma télé pour voir ce qui se passe. Et les médecins continuent à dire « Mais non, c'est une grosse grippe, faut arrêter d'exagérer. En fait, ils sont en train de faire peur au monde entier. Faut se calmer, tout va bien. On aura quelques patients ici, c'est sûr, en réanimation. Mais c'est tout, quoi. Ça s'arrêtera là. » Donc moi, je commence à avoir un petit peu peur, mais sans non plus m'inquiéter outre mesure. J'ai envie de croire aussi à cette version, un peu comme tout le monde. J'ai pas envie de me dire que ça va être catastrophique. On arrive au mois de février 2020, ça gagne l'Europe. On apprend que l'Italie est confrontée à vraiment un gros afflux de patients atteints du coronavirus. Et là, on se dit, mince, l'Italie, c'est juste à côté. Dans mon hôpital, le premier patient atteint de ce virus est hospitalisé fin février, en réanimation. Moi, ça ne m'inquiète toujours pas, parce que la réanimation, c'est sa place normale. Que tous les hivers, il y a des patients atteints de pneumopathie, il y a des patients qui ont la grippe qui vont en réanimation. Donc, c'est normal. Et puis, le temps continue à avancer. Donc, le nombre de patients en réanimation continue à augmenter. Et ça augmente très vite. Je crois qu'en 1 à 2 semaines, la réanimation est pleine. On commence à nous dire que ça craint un peu sur l'hôpital quand même. Que si la réanimation déborde, va falloir trouver des solutions pour héberger ces patients qui arrivent en masse. Il y a une angoisse, mais en même temps, il y a toujours une partie du personnel qui dit « mais c'est pas grave, ça va passer ». Une autre partie qui dit « ça y est, on va être dedans, moi j'ai peur, je panique ». Et moi, je sais pas du tout quoi en penser. Ça m'empêche pas de dormir, ça m'empêche pas de vivre normalement, ça m'empêche pas d'avoir des projets, ça m'empêche pas de continuer à voir mes proches, à continuer à faire tout ce que j'avais prévu de faire jusque-là. Mais c'est quelque chose qui reste quand même quelque part dans ma tête, de me dire il va peut-être se passer quelque chose de grave là, bientôt, mais je sais pas quoi. Un jour, je crois que c'est juste avant la première allocution du président de la République, on a 2 médecins réanimateurs qui arrivent dans la salle de réveil et ils nous disent pas bonjour, ils nous disent rien.
On voit qu'ils regardent tous nos postes de réanimation, qui commencent un peu à compter, mais on ne sait pas quoi. Donc au bout d'un moment, je leur dis vous voulez quelque chose, vous cherchez quelque chose? Ils nous disent non, on compte juste le nombre de respirateurs que vous avez. Et là, on tilt, et moi je leur demande pourquoi. Ils nous disent parce qu'on n'a plus de place pour les patients atteints de coronavirus, donc il va falloir qu'on les mette chez vous. En fait, c'est pas possible. C'est extrêmement contagieux. On peut pas les mettre dans un open space avec des patients qui viennent de se faire opérer à côté. Au début, on comprend pas comment ça peut s'organiser, et puis on n'a aucune idée de la manière dont ça peut s'organiser. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Ils nous disent ouais, mais il y aura pas le choix. Là-dessus, ils s'en vont. Et là, je suis avec une collègue qui me dit ça y est, c'est parti. Le vendredi matin, on reçoit un message de notre cadre nous disant que le bloc opératoire va fermer et qu'on va tourner seulement à 3 salles d'opération, uniquement les urgences, et qu'on va devoir se débrouiller pour réaménager la salle de réveil en salle d'accueil pour les patients atteints de coronavirus. J'y suis pas parce que je travaille pas ce vendredi, mais je reçois des photos de mes collègues de la réunion improvisée dirigée par ma cadre, la cadre supérieure et le chef de service. C'est une photo sur tous mes collègues, donc on est tous habillés en bleu dans mon service. Leurs regards sont tous dirigés vers ceux qui parlent. Et je vois les visages qui sont graves, qui sont figés. Et je me dis, en fait, j'aurais aimé être là. Parce que là, il se passe quelque chose d'important. Même si on me fait un compte-rendu, on m'explique ce qui se passe, non. Moi, j'aurais voulu entendre des choses par moi-même. Et à partir de ce jour-là, on reçoit l'ordre de porter un masque quand on vient travailler. On n'a plus le droit de se faire la bise. On garde une distance de sécurité les uns avec les autres. Il y a un groupe Covid qui est créé sur WhatsApp. Notre chef nous dit dans le week-end que finalement, il n'y aura même pas de salle d'urgence de maintenue le lundi parce que ça déborde vraiment trop en réanimation et qu'on ferme complètement le bloc. Et qu'on a 4 jours pour préparer une réanimation au bloc opératoire. Les infirmières de réanimation, pour être opérationnelles, il leur faut plusieurs mois. C'est le service le plus technique, un des services les plus techniques. Ça me fait peur et puis j'ai pas spécialement envie parce que je l'ai pas choisi. Mais on n'a pas le choix, on y va. On est là pour ça, on a quand même appris les bases dans notre formation et qu'il y a personne d'autre qui peut le faire à part nous en fait. Normalement, je travaillais pas ni le lundi ni le mardi, mais j'y retourne le lundi et le mardi, et le mercredi, et le jeudi. Et on a tous fait ça quasiment. La chef nous fait un compte-rendu quotidien de la cellule de crise, dès le premier jour. Et ça, c'est tellement rassurant, en fait, de savoir ce qui se passe vraiment. Et à partir de là, on a, en réanimation, le nombre de patients présents, non réanimatoires, mais qui ont quand même le coronavirus. Ce que la direction souhaite que nous fassions pour pouvoir accueillir ces patients. Mais après, sur plan technique, pratique, organisationnel, on doit se débrouiller tout seul. En fait, on devient l'hôpital référent Covid sur le département. Donc, c'est à nous d'innover, c'est à nous de trouver les solutions, en essayant vraiment de prendre en charge les patients qu'on ne connaît pas, le virus qu'on ne connaît pas, le mieux possible. Mais on est dans l'ignorance totale. Il y a une solidarité qui naît avec le service de réanimation. Les infirmières sont hyper solidaires. Elles viennent nous voir pour nous aider à organiser, à monter les postes pour chaque patient. On essaie d'avoir à peu près le même matériel que dans chaque chambre de réanimation, mais ça reste toujours compliqué. Déjà, dans la salle de réveil, ce sont des brancards qu'on a normalement, et là, on doit positionner un lit par poste. Donc la place est très limitée. Donc sur une salle de réveil où normalement on a 12 postes d'accueil, on arrive à prendre 8 patients. Il faut qu'on commande aussi tout le matériel nécessaire, que ce soit en termes de médicaments ou en termes logistiques, pour pouvoir gérer tout ça. C'est connu, dans le milieu hospitalier, on n'est pas un milieu très riche, et pour avoir du matériel, c'est compliqué parfois. Et ce jour-là, ce lundi, on a pu obtenir plein de respirateurs, on a pu obtenir plein de pousse-seringues électriques, on a pu obtenir plein de matériel. En fait, ça fait du bien de se dire, quand on a besoin, finalement, on peut avoir des choses. On organise le mardi matin une demi-journée de formation. En fait, on peut passer sur un poste de montage d'intubation, un poste de gestion des pousse-seringues. En gros, on fait une mini-formation en 2 ou 3 heures sur tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit apprendre. On essaie de voir les gestes les plus importants, mais on les répète une fois, grand maximum, et dans le vide, pas sur des patients. Une des spécificités des patients atteints de pneumopathie, c'est que faut que le système d'intubation soit fermé pour qu'on puisse aspirer les sécrétions sans se contaminer. C'est quelque chose qui me fait vachement peur à ce moment-là. Je me souviens, le système clos, c'est quelque chose qui me fait peur.
On me parle de ça, je reçois des messages où on me parle de certains médicaments que je connais pas, des dosages. Mais en fait, comment je vais faire? Parce que je ne sais pas faire ça. Il y a aussi un poste d'hygiène dans la salle, savoir comment s'habiller, comment se déshabiller. Dans quel ordre mettre la blouse, les gants, les lunettes, le masque canard, la charlotte, et dans quel ordre les enlever surtout. Parce que l'ordre de mise, finalement, c'est pas grave, mais le but, c'est de pas se contaminer en les enlevant. Tant qu'on n'a pas de patient, ça va. Tant qu'on est dans la préparation, j'ai pas peur pour moi, j'ai pas peur pour mes proches. Mais j'ai peur de mal faire les choses. Parce que je les ai jamais faites en vrai. Et je pense que c'est naturel, mais on est tous un peu comme ça. Ouais, on a peur. Il y en a qui pleurent, déjà. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y en a aucun qui pleure en même temps. Donc quand il y en a un qui est pas bien, les autres sont autour pour le rassurer. Puis le lendemain, c'est un autre. Et ça resserre les liens parce que des personnes qu'on pensait super fortes, finalement on se dit ouais, en fait elle a des faiblesses aussi, moi je peux peut-être l'aider aussi dans cette faiblesse-là, je peux peut-être être là parce que je comprends ce qu'elle vit, parce que je suis dans le même état qu'elle, je suis au même endroit qu'elle, au même moment. Il y a un sentiment un peu ambigu de je participe à quelque chose de grand, d'important, mais en même temps ça me gênerait pas tout de suite maintenant de faire un autre métier que ce métier-là parce que j'aurais pas besoin de m'impliquer dans ce quelque chose qu'on connaît pas. Et en même temps, je me dis ouais, en fait ça donne aussi du sens à ce que je fais là. Là, je fais quelque chose d'exceptionnel et quelque chose qui déjà est mondial. Les enfants, à l'école, ils ont eu une information sur le fait qu'il y avait un gros virus qui arrivait. Nous, on leur en parle aussi. Moi, je leur explique que je vais devoir beaucoup travailler dans les jours au début à venir. Chaque fois que je rentre le soir, pendant la période d'aménagement du service, ils me disent « Ah, ça y est, maman, t'es en repos ?» Je dis « non, j'y retourne demain. » Et tous les deux, ils me disent « Ah d'accord, vas-y maman, bon courage. » Et à aucun moment, mes enfants ne me disent « Ah non, maman, je voudrais que tu restes à la maison parce qu'on veut que tu sois là. » Et mon conjoint, pareil, extra, il me dit « S'il faut que tu y ailles, vas-y, c'est important, vas-y, quoi. » Et assez rapidement, il a la possibilité d'être en chômage partiel. Moi, ça me rassure tout de suite de me dire qu'il va rester à la maison avec les enfants. Et ça fait du bien de se dire que, ouais, je vais être dans la contrainte professionnelle, mais que derrière, on me comprend. Là, j'en suis à un stade où je leur fais encore des câlins, des bisous. Rien n'a changé à la maison, hormis le fait qu'ils vont juste dans le jardin et qu'on voit plus les voisins, on voit plus les amis, on voit plus les copains. Mais il y a un moment donné où je vais avoir des patients atteints du virus dont on parle le plus dans le monde et qui est le plus contagieux à l'heure actuelle et qui tue beaucoup de gens. Et pour l'instant, j'y suis pas. Mais ça va venir. Donc on en profite, on se fait des câlins, on se fait des bisous, et je ne sais pas si je continuerai à en faire après. Je leur dis pas que je sais pas si je vais continuer à leur faire des bisous. Moi, j'en profite pour moi. Eux, ils sont dans l'insouciance de leur âge, et puis moi, je fais en sorte aussi qu'ils soient dans l'insouciance. Je leur dis que je vais avoir des patients atteints du coronavirus, mais je leur dis pas que, au fond, j'ai peur de peut-être leur transmettre un jour ce virus-là aussi, de le transporter à la maison. 4 jours après qu'on ait commencé à aménager le service, ça y est, le service est prêt. Et là, on nous annonce qu'on va avoir les premiers patients. Moi, je ne travaille pas, je suis chez moi, mais j'ai des informations en direct. Donc c'est le jeudi matin, le premier message c'est « ça y est, on va avoir 2 patients aujourd'hui ». Et du coup, toute la journée, je suis sur mon téléphone pour savoir à quel moment ces patients arrivent. Et je suis à distance, donc c'est frustrant. J'ai envie, une fois de plus, j'ai envie d'être là, j'ai envie de savoir comment ça se passe, j'ai envie de savoir si ce qu'on a fait c'est bien, si nos postes sont bien aménagés. J'ai envie de savoir tout ça, mais je peux pas aller plus vite, puis mes collègues sont concentrés sur les patients. Donc le jeudi en fin de matinée, là je reçois d'autres messages me disant que ça y est, les premiers patients sont là. Et je me souviens d'une de mes collègues qui a dit « ça va, on s'en sort ». Et là c'est « on est prêt, ça y est ». Les premiers patients arrivent le jeudi, 2 le jeudi et 2 le lendemain. Et moi, je retourne dans le service que le samedi. Je dors très mal dans la nuit du vendredi au samedi. Le samedi matin, je me lève, j'ai un peu la boule au ventre. J'arrive très tôt. Je vais à l'extérieur de la salle de réveil, où là, l'équipe d'extérieur m'aide à m'habiller, à me préparer. Et là, je vois, on a 2 accès à la salle de réveil et un accès qui est condamné. Et à travers les portes automatiques, là, je vois les 4 patients, les lits les uns à côté des autres. Des patients intubés, et je vois mes collègues de nuit équipés en cosmonautes, et je les reconnais à peine. Je sais pas qui est qui, parce que entre la Charlotte, le masque canard, les lunettes, les blouses, c'est difficile de reconnaître les gens de loin, parce qu'on a tous le même look finalement après. Et du coup, je m'habille, je rentre dans la salle de réveil, j'ai la boule au ventre, et j'ai les mains qui tremblent. Et là, on me dit, tu vas être en binôme avec ma collègue de ce jour. Et c'est une collègue qui a fait de la réanimation.
Et elle me dit, si tu veux, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de prendre chacune un patient, on va se mettre toutes les deux sur les 2 patients. Elle dit, comme ça, on fait les soins ensemble, et comme ça permet d'avancer tranquillement, et on va se compléter l'une et l'autre pour savoir si on oublie des choses, si on fait bien les choses, et on peut observer ce que fait l'autre, et ça va être rassurant pour le début. Et on fonctionne comme ça toute la journée, et c'est génial. C'est hyper rassurant d'être avec une collègue qui a déjà réalisé ces gestes, même si c'était quelques années auparavant, et je me rapproche des patients. Et ouais, j'ai peur de les toucher au début. Je sais pas comment les toucher. Je sais pas. J'ai l'impression de réapprendre mon métier. Et en fait, au fur et à mesure de la matinée, j'appréhende le matériel, j'appréhende la relation aux patients. Et je suis beaucoup, beaucoup dans la technique. C'est-à-dire que je parle pas à mes patients. Même les patients intubés, on leur parle. Donc je me concentre sur mes gestes, sur l'organisation, sur l'heure à laquelle je dois donner les médicaments, faut pas que je me trompe, sur les alarmes éventuelles qui sonnent et savoir pourquoi ça sonne et pourquoi ce patient-là, il respire mal alors qu'il a eu tous les traitements et qu'il y a un quart d'heure, il respirait bien. Et j'apprends au fur et à mesure que ce sont vraiment des patients, à peine on les touche parfois, ils sont très réactifs. Donc ils vont désaturer très vite. Mais on a tout ce qu'il faut autour pour faire en sorte que ça aille. Cette première journée, elle se passe sans encombre et c'est plutôt rassurant. Ce sont des patients qui sont dans un coma artificiel. On est obligé de les endormir pour pouvoir les ventiler correctement. Ils ont besoin d'une intubation et être intubé en étant réveillé, c'est clairement pas possible. Ça arrive, mais c'est très difficile. Donc ils sont sédatés et qui sont aussi curarisés. Donc les curars, c'est ce qui permet de réduire l'activité musculaire. Donc pour pas qu'il y ait de résistance musculaire et pour que la ventilation justement se fasse plus facilement. Ce sont des patients qui sont très techniqués, qui ont des cathéters centraux, des cathéters de surveillance de la pression artérielle. C'est des patients qui sont branchés de partout, qui ont des sondes urinaires. Il faut leur administrer des traitements en intraveineux. Il faut leur faire des toilettes. C'est les masser toutes les 2 à 4 heures pour éviter les risques d'escarre. Et puis, de temps en temps, quand les soins qu'on leur apporte ne suffisent pas, ce sont des patients à qui on doit faire ce qu'on appelle des DV. Décubitus ventral, en fait, ça sert à favoriser d'autres zones de respiration au niveau des poumons. Donc ça permet de mettre au repos certaines zones pulmonaires pour faire travailler les autres. Et ça a vraiment fait ses preuves dans les cas des pneumopathies, même dans d'autres pathologies. Le principe, c'est de mettre le patient sur le ventre pendant 16 heures et de le remettre sur le dos pendant 8 heures. Si pendant ces 8 heures-là, sur le dos, ça se passe bien, on le laisse sur le dos. Mais la plupart du temps, on doit les remettre sur le ventre plusieurs fois pour que ce soit efficace. C'est quelque chose qui est assez technique. Il faut réussir à mettre le patient sur le ventre sans que quoi que ce soit ne se déconnecte. La première fois que moi je fais un décubitus ventral, c'est justement cette première journée, c'est ce samedi. Le médecin se met à la tête du patient pour gérer le tube et on est 5 autour, 2 de chaque côté et 1 au pied, et ça nous prend 45 minutes. Et là, 45 minutes, et je me souviens que je sors et je suis en nage avec la blouse, le masque, les lunettes, la charlotte. On a stressé pour le patient. C'est vraiment une épreuve, ce premier décubitus ventral, mais une fois de plus, on est tous ensemble et on se soutient et à la fin, on se félicite. Et dès les premiers instants où elle est en décubitus ventral, sa saturation s'améliore. Ça lui est vraiment bénéfique dès le début. Donc au début, on est 6 à faire le décubitus ventral, on met 45 minutes. C'est fatigant, très fatigant. Je sors à la fin de la journée, j'ai mal à la tête. Alors, il y a l'effet masque, il y a l'effet enfermé, mais il y a aussi l'effet je dois réfléchir pour faire de mon mieux et j'ai pas le droit à l'erreur. Ces 4 patients, on a leur histoire de vie, leurs antécédents. Et il y a une histoire qui est un petit peu touchante, c'est que une de mes 2 patientes, que je prends en charge dès le premier jour, c'est une dame d'un peu plus de 70 ans. On apprend dans son histoire de vie qu'elle et son mari sont tous les 2 contaminés. Son mari, il est juste hospitalisé en médecine, elle est intubée. Et cette dame, très vite dans la journée, en fait, on enlève la sédation. On lui laisse l'intubation pour voir comment elle réagit. Donc elle se réveille assez vite. On essaie de communiquer avec une ardoise. Mais elle est très fatiguée, donc c'est des choses très rapides. C'est est-ce que vous avez mal ? Elle me dit oui ou non. Voilà. Et la patiente qui est à côté d'elle, c'est une dame dont on apprend qu'elle a été contaminée au cours d'un repas avec sa sœur. Et les beaux-parents de sa sœur sont atteints aussi de la Covid et sont hospitalisés également. Et un peu plus tard dans la journée, la dame qui n'avait plus de sédation, qui était réveillée, elle nous écrit sur l'ardoise, très difficilement parce qu'elle est très fatiguée, « Pouvez-vous fermer le rideau ? Je connais la dame à côté. C'est la sœur de ma belle-fille. » Donc là, on comprend que c'est la dame qui est réveillée, qui a contaminé cette dame qui est plus jeune qu'elle à côté, qui a une 50aine d'années, qui est dans un état très grave parce qu'elle a plein de comorbidités. C'est une dame qui est obèse, qui est diabétique, qui est atteinte d'hypertension.
Et finalement, la dame un peu plus âgée, elle sera extubée quelques jours après, et l'autre dame va décéder. À aucun moment, on n'avait pu imaginer que ces deux personnes pouvaient être en lien. Et ça, c'était... ouais, ça a mis un petit coup au moral au début, de se dire, ouais, en fait, à la fin de cette journée-là, où j'étais beaucoup dans la technique, je me suis dit, en fait, il y a aussi de l'humain à prendre en compte derrière. Et le soir, quand je rentre à la maison, je raconte tout à mon conjoint, et il fait, ah ouais, quand même. Il fait, ouais, ça va être comme ça. On demande à nos chefs de faire en sorte que les douches du service, déjà, soient disponibles. Je prends une douche dans le vestiaire. Une fois arrivée chez moi, juste le fait d'avoir fait le trajet, j'ai besoin de me doucher à nouveau. Donc je passe par le sous-sol, je mets tous mes vêtements dans la machine à laver. Pourtant, je les ai mis que 20 minutes à l'aller le matin, 20 minutes au retour le soir. Et je traverse la maison toute nue et je vais prendre ma douche directement. Et ça, ce sera comme ça chaque jour où je travaille. Parce que je sais pas où est ce virus, je sais pas à quel point il est contagieux. Et que juste le fait que mes vêtements soient passés par le vestiaire et que moi je traverse la rue et que j'aille jusqu'à ma voiture, je sais pas si je l'ai pas ramené sur moi, dans mes cheveux, sur mes mains. Je me lave les cheveux tous les jours. Je n'embrasse plus mon conjoint. Il est asthmatique et j'ai très peur de lui transmettre le coronavirus, même si dans un premier temps, dans les faits, on n'a pas de patients asthmatiques dans des états graves. Mes enfants, je les embrasse uniquement dans les cheveux après que je me sois douchée. Je leur fais des câlins, mais des câlins, je les prends dans le dos, mais pas de face. En fait, j'ai peur de contaminer ma famille parce que je suis en plein dans le virus, je baigne dedans littéralement. Et mes collègues sont toutes dans le même état. On est toutes pareilles. On se lave 3 fois par jour. On a la peau qui est complètement sèche. On a les mains encore pire. On a des peaux de crocodile. On a tous la hantise de retrouver quelqu'un qu'on connaît dans nos lits, dans les lits de réanimation. Et ce serait insupportable. On a des blouses, on a des masques, on a des charlottes, on a des lunettes. On a tout ce qu'il faut. Mais toujours... avec l'appréhension qu'un jour ce soit plus le cas, parce qu'on entend parler des pays limitrophes, de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal qui sont en pénurie de matériel, même d'autres hôpitaux de France, où les infirmières utilisaient des sacs poubelles. Mais pour l'instant, ça ne nous concerne pas. Et c'est vrai que vu que depuis le début, tout le matériel qu'on a demandé, on l'a eu, moi je me dis que ouais, on va avoir de quoi se protéger assez longtemps. Le chef de service, dès le mois de janvier, en voyant ce qui se passait en Chine, lui, il faisait partie de ceux qui pressentaient que ça allait donner quelque chose de grave. Et il avait commandé des tabliers de cuisine. Il y a eu des centaines et des centaines de tabliers de cuisine en stock et des vestes jetables qu'on utilise pour le bloc opératoire quand on a froid. Même si c'était du système D, ces blouses et ces tabliers de cuisine, on est bien content de les avoir au moment où il n'y a plus de blouses homologuées protection Covid. Alors mon conjoint, il a peur pour moi, mais il fait tout pour me préserver, pour me protéger, donc il gère absolument tout à la maison. Les enfants, quand je rentre, vu qu'eux ils sont tout le temps à la maison et qu'ils sont pas habitués à ce que je sois pas là quand eux sont là, ils sont très demandeurs. Donc il essaie de distraire leur attention le temps que moi je souffle un petit peu. Je me sens vraiment très soutenue, c'est-à-dire que durant cette période, il n'y a pas une seule fois où je vais faire les courses. De 4 patients, on passe très vite à 8 patients. Donc la salle de réveil 1 est pleine. Là, on commence à faire appel à la réserve sanitaire. Donc il y a des infirmiers de toute la France qui arrivent. Et très vite, on nous demande d'ouvrir la deuxième salle de réveil aussi, de la convertir en salle de réanimation Covid. Et on est plein tout le temps. Les 2 salles de réveil tournent à 100% pendant un peu plus d'un mois. Ma première extubation, c'est un monsieur de 44 ans qui n'a pas d'antécédents, qui n'a pas de comorbidité. Donc déjà, c'était un monsieur qui nous faisait peur parce que c'est le genre de patient pour qui on se dit, ça pourrait être moi. C'est un monsieur qui est transféré d'un autre hôpital déjà où ils étaient saturés, donc on l'accueille. Et très rapidement, une semaine après son arrivée, on arrête la sédation. Il y a des médecins extérieurs à l'hôpital qui sont venus aider aussi parce qu'on est aussi en manque de médecins. Et il y a un médecin que je ne connais pas qui arrive un matin qui dit ça fait 2 jours qu'il a plus de sédation, les facteurs ventilatoires sont tous au vert, donc on va l'extuber aujourd'hui. Il faut que la kiné respiratoire soit là au moment de l'extubation pour aider le patient à tousser parce que c'est un réflexe qu'il n'a plus. Il faut qu'il y ait plusieurs membres de l'équipe pour servir le médecin et pour être là en cas de réintubation en urgence parce que c'est déjà arrivé. Donc on est dans la salle de réveil numéro 2, qui est une salle très lumineuse, il y a des baies vitrées partout. Le médecin qui est présent s'approche du patient,
Il lui explique, il lui dit « Monsieur, vous êtes dans cet hôpital, vous avez été transféré, nous sommes tel jour ». Parce qu'il faut savoir que c'est des patients qui ont perdu 1 voire 2 mois de leur vie. Ils ont dormi pendant ce temps-là, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Les patients qui se réveillent, ils ont une atrophie musculaire, ils ont du mal à parler, ils ont du mal à s'orienter. C'est 6 semaines en moins dans leur vie. Et le monsieur acquiesce à chaque fois et lui dit « On va vous enlever le tube qui vous aide à respirer aujourd'hui. Tout va bien se passer ». Moi, je suis à côté du patient, je lui tiens la main. Et là, on fait l'extubation. C'est très émouvant parce que on se dit « Ça y est, en fait, on en a sauvé un. » Et que jusqu'ici, j'avais eu que des décès. On est tous figés. On a tous le souffle coupé et 2 jours après, il sort du service de réanimation. On le garde sur surveillance avec nous pendant 2 jours et on l'a applaudi à la sortie parce que c'était une victoire pour lui. On lui a dit bravo monsieur, vous êtes bien battu, vous avez fait de votre mieux et votre mieux ça a suffi et c'est super. Et puis nous aussi on a fait de notre mieux et de notre mieux ça suffit aussi et c'est cool. Les visites sont interdites à l'hôpital. Les proches ne peuvent pas venir accompagner les patients en fin de vie, ce qui se fait d'habitude dans d'autres services où on essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait des membres de la famille qui viennent et qui soient à côté pour tenir la main. Si c'est pas possible, c'est nous qui le faisons. Là, cette période-là, c'est pas possible du tout. Les visites sont interdites. Souvent, ce sont des patients qui ont été intubés en urgence, donc n'ont pas eu le temps de dire au revoir à leurs proches. On n'accompagne pas que les patients, on accompagne aussi les familles dans leur deuil, dans les premiers instants de leur deuil. Et c'est une étape importante du deuil que de pouvoir dire au revoir. Je crois que ça se fait à chaque fois, pour chaque patient qui décède, on arrive à faire soit un appel visio avec les tablettes qu'on a pour la salle de réveil, soit un appel téléphonique pour que les proches, eux, puissent dire au revoir. Et c'est touchant parce qu'il y a des réactions, les patients réagissent. Souvent, il y a une accélération du pouls ou une augmentation de la tension, mais il y a une réaction physique. C'est important pour nous soignants de pouvoir accompagner jusqu'au bout et correctement. Et c'est rassurant de se dire que oui, il part pas tout seul. Il part avec la main d'une de mes collègues dans la sienne, ou il part avec le son de la voix de la personne qu'il aime le plus au monde. Ouais, c'est très important. Nous aussi, on a besoin d'accepter les décès de nos patients, d'accepter de les laisser partir et d'accepter que sur ce coup-là, c'était peut-être la meilleure chose à faire, que le meilleur soin qu'on puisse lui apporter, c'est de le laisser mourir. Et c'est important que ça se passe bien et de pas laisser la personne seule. Personne n'a envie de mourir seul. Dans n'importe quelle situation, avec n'importe quelle maladie, on n'a pas envie de mourir seul. Il y a une personne pour qui on fait une exception. C'est la plus jeune patiente qu'on ait à ce moment-là. Elle a une 50aine d'années, atteinte d'une leucémie ou d'un lymphome, je crois. Elle était en rémission et malheureusement, elle a attrapé le coronavirus et son mari est autorisé à venir lui dire au revoir. Donc on l'habille avec le masque canard, les lunettes, la Charlotte. On tire tous les rideaux des autres postes pour qu'il ne voit pas les autres patients. Il a le droit de venir, mais en restant à distance. Il ne peut pas s'approcher à plus d'1 ou 2 mètres d'elle, et lui, il peut juste la regarder. On lui accorde quelques minutes, et après il sort, et la dame décède un petit peu après. À la maison, pour moi, c'est un petit peu compliqué, dans le sens où moi j'ai plusieurs sas de décompression. Je fais de la course à pied, je fais de la méditation, j'écris aussi beaucoup. Mais à ce moment-là, il n'y a rien qui fonctionne pour m'aider à évacuer. Et j'arrive pas à décompresser complètement. Donc il y a des fois à la maison où je suis un peu tendue, où je suis renfermée, où je parle pas. Je me renferme et je parle pas. Il y a d'autres fois où je suis un peu nerveuse. Mais en même temps, j'essaie au maximum de prendre sur moi parce que je me dis que mes enfants, ils y sont pour rien. Alors c'est mon conjoint qui trinque un peu plus, malheureusement. Mais mes enfants, ils y sont pour rien et que j'ai pas envie qu'eux se rendent compte que c'est dur. Donc sur mes jours de repos, je leur fais faire des jeux, des activités, des choses qu'on faisait jamais avant. On fait des chasses au trésor, on fait des parcours dans le jardin. Mais pour moi, il y a une espèce d'angoisse continue, un fond de stress qui disparaît que quand je suis au travail. Quand je suis à l'hôpital, j'ai plus la pression de me dire je dois les protéger, je dois prendre soin d'eux. Donc à cet instant-là, je peux me dire ça va pas aujourd'hui. Et j'arrive plus à craquer à l'hôpital qu'à la maison. À la maison, j'explose de colère, de stress. Et à l'hôpital, des fois, je me sens triste et je me sens en droit de le dire. On commence à parler avec mes collègues de hier, j'étais pas très bien, moi non plus. Et tout de suite, ça va mieux parce qu'en fait, on se comprend toutes, on vit la même chose. Au début, l'ambiance est chargée d'émotions et au fur et à mesure, on prend l'habitude de ce travail, des gestes qu'on a à faire. Et plus ça va, plus on se détend,
plus il y a de la complicité. Et ouais, on a des fous rires des fois pour pas grand-chose, comme il peut y avoir dans d'autres services. Et ouais, j'ai une de mes amies avec qui on fait un concours de catapultes M&M's avec les masques, en fait. Et ça part dans des délires. On met le M&M's dans le masque, on tire sur le masque, on le lâche et le but c'est qu'il n'arrive pas dans les dents ni ailleurs que dans la bouche. C'est extrêmement dangereux parce qu'on aurait pu faire des fausses routes, mais on a eu des fous rires avec cette catapulte. Les témoignages d'affection qu'on a très progressivement depuis le début et qui vont grandissant au fur et à mesure de cette période, on reçoit des dessins d'enfants, on a des dons de nourriture, de particuliers, de restaurateurs aussi, plein de réseaux qui s'organisent pour nous soutenir. Ça fait tellement de bien, ça réchauffe les cœurs et quand on travaille 50 à 60 heures par semaine, se dire qu'on n'a pas besoin de préparer notre repas pour le midi, ça soulage énormément. Un soir, un de mes collègues envoie sur notre groupe des applaudissements qu'il y a dans sa résidence. Donc c'est une résidence avec plusieurs immeubles qui se font face et il nous filme la scène et c'est un bruit énorme, c'est dans la nuit, c'est au tout début. Et je suis saisie d'émotion, ça me porte les larmes au bord des yeux. Et je crois qu'effectivement, les seules fois où je pleure à cette période, c'est quand j'entends les applaudissements. Et progressivement, je commence à en entendre dans ma rue. Puis il y a mes voisins avec qui je m'entends bien, qui applaudissent et qui viennent carrément devant mon portail pour applaudir. Et c'est touchant d'être encouragé, d'être soutenu et d'être reconnu pour ce qu'on fait. On est mi-avril. Ça fait 1 mois qu'on est dedans. À partir de là, la courbe d'extubation elle est exponentielle. Même si on a toujours quelques décès, on en sauve de plus en plus quand même. Et c'est fin avril que le président Macron annonce ce déconfinement prochain. Et à partir de là, effectivement, quand on extube des patients, qu'on les fait sortir, ils sont plus remplacés par d'autres patients. Donc ça se vide, tout doucement. À un moment donné, on ferme la salle de réveil 2. Il nous reste 4 patients en salle de réveil 1. Et un lundi matin, je viens de terminer ma nuit. J'ai une patiente que j'ai en charge depuis 4 semaines, que je pouponne beaucoup. Je lui fais des tresses, je la coiffe. On a arrêté la sédation. Le but, c'est de l'extuber dans la journée. Et je dois revenir normalement le jeudi d'après, 3 jours après. Et je lui dis, au revoir madame. Elle a les yeux ouverts, donc toute la nuit on a communiqué, mais elle est très fatiguée, donc c'était des communications très approximatives. Et je lui dis, au revoir madame, moi je reviens jeudi, c'est très bien ce que vous faites jusqu'ici, continuez comme ça, jeudi je vous revois sans le tube dans la bouche. Et elle me fait un sourire à travers son tube, et elle cligne des yeux, je m'en vais. Je rentre chez moi, je me couche, et quand je me réveille, j'ai un message de notre cadre qui nous dit « Les derniers patients sont transférés en réanimation demain pour qu'on puisse reprendre l'activité du bloc opératoire la semaine prochaine. » La fin est violente, comme l'a été le début. On nous dit « C'est fini, il n'y a plus de patients, vous pouvez même pas les extuber, leur dire au revoir. » Et c'est un sentiment un peu de vol, en fait. On nous laisse pas avoir notre victoire, en fait. Notre dernière victoire, c'est d'extuber nos derniers patients. Et ça, on nous l'a enlevé. Je suis un peu déçue, en même temps soulagée parce que ça y est, ça se termine. Ça y est, on va reprendre une activité normale. Mais je voulais aller jusqu'au bout avec cette patiente-là, d'autant plus que je lui ai dit au revoir. J'ai le sentiment de lui avoir menti. Je lui ai dit à jeudi et en fait, je la revois pas. Je la reverrai jamais. Quand on apprend que la deuxième vague va bientôt arriver chez nous, je suis fatiguée moralement, physiquement. Même s'il y a eu les vacances entre deux, je suis très fatiguée et puis j'ai pas envie en fait. On est au mois d'octobre, novembre, une fin d'année, c'est toujours un peu triste les fins d'année. J'ai pas envie de retourner là-dedans, j'ai pas envie de refaire plein d'heures, j'ai pas envie de nouveau changer mon activité professionnelle parce que j'étais contente de retrouver mes patients de salle de réveil. Et là, je pleure au travail plusieurs fois avant que ça commence. Et finalement, cette deuxième vague, elle passe très vite. On a en tout et pour tout 5 patients sur 2 semaines. Et on ferme que la salle de réveil numéro 1 et on garde l'activité du bloc sur la salle numéro 2. Donc voilà, ça passe très vite. Et lors de la 3e vague, je me dis, si c'est comme la 2e vague, ça va aller quoi. Mais non, la 3e vague, elle est entre la 1re et la 2e, donc un peu dur quand même. On tourne à 8 patients vraiment tout le temps, pendant plus d'1 mois. Au début, ça va très bien, puis en fait, je me rends compte à la fin de la 3e vague quand même qu'il y a une grosse fatigue qui s'est installée. Grosse fatigue. Je suis très fatiguée, et encore maintenant, je sens que la fatigue, c'est 1 an de travail intensif en fait, parce que même sur les périodes entre les vagues, on a la pression de se dire quand est-ce que ça va revenir.
On a une charge de travail augmentée parce que les blocs qui sont pas faits pendant qu'on accueille des patients réanimatoires Covid, ils sont reportés aux périodes où on n'a pas du tout de Covid. Donc on a une charge de travail augmentée. Donc ouais, il y a beaucoup de fatigue, ouais. On a été remerciés de façon pécuniaire. J'ai le sentiment qu'on nous dit, ça y est, vous avez eu ça, donc vous n'avez plus à vous plaindre. Sauf que sur le plan pratique, on manque toujours de personnel. Et pour l'instant, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé du tout. Ça a changé pendant le Covid. Mais maintenant, on est revenu au fonctionnement d'avant. On est dans un métier qui suscite des grosses périodes de doute. On a tout à un moment donné dit allez, j'arrête. Moi, je vais devenir fleuriste, je vais devenir libraire. On a tous envie d'arrêter à un moment donné parce qu'il y a des périodes très difficiles. Mais là, ça m'a confortée dans l'idée que je suis infirmière et je sais être infirmière. Une des caractéristiques de ce métier, c'est de savoir s'adapter. Et je l'ai fait, mes collègues l'ont fait, on l'a tous fait. Et ouais, c'est qu'on est bien fait pour ça en fait. Moi, mes proches, ma mère, on peut partir n'importe quand. Ça peut être violent, ça peut être brutal, ça peut être... Même si j'avais déjà conscience de ça, ça a remis un petit coup de fouet un peu dans cet état d'esprit de j'assume ce que je suis et j'avance dans la direction dans laquelle j'ai envie d'avancer. Par exemple, j'écris, je l'assume et je le dis à tout le monde et puis ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et même en fait, c'est même pas ça le principe, quoi. C'est je suis comme ça, je suis ça, je l'assume et puis on me prend comme ça, on s'assume et on avance. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 155, un témoignage recueilli par Jeanne-Marie Desnos. Il a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Sarah Koskiewicz, production éditoriale. Aurélie Rodriguez et Victor Benamou, montage. Benjamin Septem-Ours, montage final. La musique a été composée par Sable Blanc. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour participer au podcast, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.